La semaine de 4 jours, on en parle partout, tout le temps. C'est un sujet qui enflamme les débats, qui fait rêver aussi, mais est-ce que c'est vraiment si simple? Voilà la grande question. Est-ce qu'on est face à un simple effet de mode ou est-ce que c'est le début d'une profonde révolution dans notre façon de travailler? L'idée ici, c'est de dépasser le slogan, de regarder les faits, ce que ça change concrètement, le bon comme le moins bon. Et pour y voir plus clair, voici notre plan de match. D'abord, on va se demander pourquoi ça buzz autant en ce moment. Ensuite, point crucial, on verra qu'il y a deux modèles bien différents. Puis on ira voir ce que nous apprennent les entreprises qui ont déjà testé, on pèsera le pour et le contre, et on terminera sur les ingrédients indispensables pour que ça fonctionne. Allez, on attaque. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de la semaine de 4 jours là, maintenant? En fait, faut bien le dire, le contexte actuel s'y prête particulièrement bien. Forcément, la promesse d'un jour de repos en plus, ça parle à beaucoup de monde. On vit dans une époque de pression, de stress, de burn-out. Beaucoup cherchent à retrouver du sens, un meilleur équilibre, un peu plus de contrôle sur leur temps. Du coup, cette idée de semaine de 4 jours, elle apparaît comme une réponse possible à toutes ces aspirations. Mais alors attention, grosse mise en garde. Le terme « semaine de 4 jours » est un peu un mot valise. Derrière, il y a deux réalités qui n'ont en fait rien à voir. Et c'est une distinction absolument fondamentale. D'un côté, on a le modèle dit compressé. C'est simple. On fait ses 35 heures, mais sur 4 jours. Résultat, des journées à rallonge, souvent bien plus intenses. Et de l'autre, il y a le modèle réduit. Et là, on change de dimension. L'idée, c'est de travailler moins, par exemple 32 heures, mais pour le même salaire. C'est le fameux principe du 100-80-100. 100% du salaire pour 80% du temps de travail, en maintenant 100% de la productivité. Et c'est bien de ce deuxième modèle qu'on parle dans les grandes expériences mondiales. Et justement, ces expériences, elles sont hyper intéressantes. Elles nous donnent des données concrètes, du vécu. Alors, regardons ce qui se passe quand on applique cette idée dans la vraie vie. Il y a eu des pionniers. L'Islande, par exemple, a lancé des tests à très grande échelle dès 2015. Plus tard, des entreprises comme Microsoft au Japon ont fait un bruit énorme avec leurs résultats. Et puis, plus récemment, en 2022, le Royaume-Uni a mené l'une des plus grandes expérimentations à ce jour. Et les résultats sont parlants. En Islande, par exemple, le test a été tellement concluant que le modèle s'est généralisé. Aujourd'hui, près de 90% de la population active a le droit de demander une réduction de son temps de travail. C'est juste énorme! Au Royaume-Uni, le signal est tout aussi fort. Après 6 mois de test, 86% des entreprises qui ont participé ont décidé de continuer. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu le stress de leurs équipes baisser, l'absentéisme chuter, bref, ça a fonctionné. Et puis, il y a ce chiffre qui a un peu mis le feu aux poudres. Microsoft Japon. Ils ont testé pendant 1 mois et ils ont mesuré une hausse de la productivité de 40%. Oui, 40%, en travaillant 1 jour de moins par semaine. Alors là, évidemment, la question qui vient tout de suite, c'est « mais comment c'est possible ?» Ça semble contre-intuitif. Ce n'est pas de la magie, évidemment. On touche ici au cœur du sujet. Le secret, en fait, ce n'est pas de travailler plus vite, de courir partout, non, c'est de travailler plus intelligemment. La contrainte du temps en moins, ça force tout le monde à se poser les bonnes questions. Est-ce que cette réunion de 2 heures est vraiment utile? Quelles sont nos vraies priorités? Qu'est-ce qu'on peut automatiser? En fait, on se met à traquer tout le temps perdu, toutes les inefficacités. Et c'est ça la vraie source des gains de productivité. Bon, le tableau a l'air assez idyllique, mais ce serait une erreur de s'arrêter là. Comme toute transformation profonde, il y a des avantages, bien sûr, mais il y a aussi des risques bien réels. Il faut regarder les deux côtés de la médaille. Côté bénéfice, c'est assez clair. Pour les salariés, c'est moins de fatigue, moins de stress, un meilleur équilibre. Et pour l'entreprise, c'est un aimant à talent, une façon de fidéliser les équipes, de réduire le turnover et d'avoir des gens plus engagés. C'est gagnant-gagnant. Mais attention au piège. Le risque numéro 1, c'est l'intensification. Vouloir faire en 4 jours ce qu'on faisait en 5, mais sans rien changer. Là, c'est la recette du désastre. Et puis, il faut être lucide. Ce n'est pas un modèle qui s'applique partout, dans tous les métiers. Ça peut aussi, paradoxalement, créer des tensions, affaiblir les liens dans une équipe si les moments informels disparaissent. C'est un vrai défi. Un petit mot sur l'écologie. On pourrait se dire, 1 jour de trajet en moins, c'est super pour la planète. Et c'est vrai, mais il faut se méfier de ce qu'on appelle l'effet rebond. Si ce jour de libre en plus sert à prendre l'avion pour un week-end, le bilan carbone final n'est pas forcément meilleur. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors au final, si ce n'est ni une baguette magique, ni une fausse bonne idée, comment on fait pour que ça marche? Les entreprises qui ont réussi nous montrent qu'il y a des étapes, des ingrédients quasi obligatoires.
La toute première clé, c'est la culture d'entreprise. Il faut passer d'une culture où l'on valorise le temps de présence à une culture basée sur la confiance et les résultats. Ensuite, pas de copier-coller. Chaque entreprise doit trouver son propre modèle. Il faut bien préparer les choses, tester, mesurer. Et bien sûr, rien ne se fait sans un soutien total de la direction et une communication hyper transparente avec tout le monde. C'est un vrai projet d'entreprise. En fait, si on doit retenir une seule chose, c'est celle-ci. La semaine de 4 jours, ce n'est pas juste une histoire d'emploi du temps. C'est un prétexte, un levier hyper puissant pour tout remettre à plat et se demander comment est-ce qu'on pourrait travailler mieux, de façon plus efficace et plus humaine. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour l'avenir. À force d'optimiser, de chercher l'efficacité individuelle, comment fait-on pour ne pas perdre en route le collectif? Comment on préserve la richesse des échanges, la cohésion d'une équipe, la culture d'entreprise? Bref, comment concilier ce gain de temps individuel avec un collectif de travail qui reste fort et vivant? C'est sans doute ça, le prochain grand défi.